commençons tout de suite en entrant dans le vif du sujet. Moi, je voulais commencer par une question un peu introductive, apéritive, que je vais adresser à chacun de vous. D'ailleurs, je précise que la règle, si vous voulez ne me coupez pas la parole, mais par contre, si vous voulez répondre aux uns et aux autres, n'hésitez pas. Ma première question, c'était pourquoi est-ce que l'industrie a une image encore aussi négative de secteur polluant, et comment est-ce qu'on peut œuvrer à la transformation de cette image? Je ne sais pas si on commence peut-être dans l'ordre. C'est pour vous. Je pense que les causes sont multiples. On a longtemps pensé qu'on pouvait se passer d'industrie, que l'avenir était au tout service. Et l'industrie a de fait été un peu handicapée par ce point de vue-là. Un autre élément d'explication, c'est qu'on parle beaucoup des accidents et des pollutions. On parle peu de l'amélioration continue qui a été faite par les industriels pour limiter leur rejet ou leur impact environnementaux. Et de la même façon qu'on parle que des trains qui arrivent en retard, on ne retient que ça. Alors que l'industrie, et on le voit notamment sur les émissions dans l'air ou dans l'eau, a fait énormément d'efforts les décennies précédentes, et on continue à pousser service de l'État pour que les efforts se poursuivent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que si on regarde par exemple juste les émissions de CO2, on prend la période de 90 à 2018, l'industrie a réduit ses émissions de CO2 de 45%, les autres secteurs de 9%. Pourtant, c'est l'industrie qui est étroitement associée à une image de pollution. Or, pour moi, le sujet clé en fait, des prochaines années, c'est qu'il n'y aura pas de transition écologique sans politique de relocalisation ou de localisation industrielle. Et il n'y aura pas de localisation industrielle si on n'accepte pas socialement l'industrie sur nos territoires. Donc pour moi, ça, c'est le sujet clé. Et une des réponses, c'est vraiment d'avoir France des solutions, de mettre en avant des projets extrêmement concrets, et c'est ce qu'on essaye à travers Territoire d'Industrie. Guillaume ? Alors moi, j'ai un avis un peu différent. Je pense que si l'industrie a cette image, c'est qu'elle la mérite. J'en veux pour preuve que le marché de la dépollution en France se porte bien. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Serpol est un des acteurs. On a encore du boulot. Donc le jour où on arrêtera nos activités, voilà, on traite l'histoire. Donc l'histoire n'est pas très glorieuse. Donc si on veut changer d'image, il faut être plus vertueux, il faut faire ce que vous dites, mais par le passé, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, malheureusement, on continue d'avoir un peu de boulot dans la dépollution. Alors moi, je vais revenir sur la notion d'image et sur ce qui s'est passé. Soit c'était votre propos introductif, Anaïs. C'est aussi qu'il faut communiquer sur l'industrie, sur ce que c'est. Donc, il faut communiquer auprès des jeunes, il faut communiquer notamment sur le fait que c'est pas qu'une voie de garage pour élèves en difficulté. Et croyez-moi, quelqu'un l'a dit aussi tout à l'heure, dans les nouvelles générations, l'industrie, ils la transformeront pour peu qu'ils soient dedans, qu'ils soient investis et qu'ils y croient. Donc voilà, moi je retiens la nécessité de communiquer sur ce que c'est et où on veut aller. Merci pour la question. Non, ce que moi j'ai envie de dire, c'est déjà aux yeux du grand public, et ça a été quand même énormément distillé au niveau de l'État pendant 20 ou 30 ans, l'industrie pour les jeunes générations, c'était soit la désindustrialisation dans toutes les régions historiques cœur d'industrie, que ce soit en Lorraine, dans le bassin du Nord, ici d'ailleurs, on a vécu les fermetures d'usines dans les années, fin des années 90 et puis 2000. Donc aux yeux de ces générations, effectivement, il y a ça se transmet de manière héréditaire quasiment. Mon grand-père était dans l'industrie, il s'est retrouvé au chômage. Mon père était dans l'industrie, il s'est retrouvé au chômage. Donc on a ce combat à mener envers les jeunes générations. Et puis c'est vrai, on ne va pas se mentir, si on prend un territoire comme la vallée de la Chimie, on a un territoire archi pollué aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les industriels d'aujourd'hui, parce qu'ils ont aussi un sens public, parce qu'ils ont des générations d'employés qui arrivent et qui souhaitent trouver une activité propre et participer à une activité propre. Les activités industrielles ont largement évolué et aujourd'hui, pour certaines, ont même un impact positif. Mais on est bien entre deux encore, parce qu'il va falloir qu'on traite pendant encore 10, 15, 20 ans les scories du passé. Alors juste une petite question pour réagir, qui n'était pas forcément celle que j'avais prévu de poser initialement. Vous pensez, vous, qu'un jour, vous n'aurez plus de travail ?
Oui, j'espère. Non, mais vous C'est espérez, comme vous y croyez? l'amiante. Un jour, on va arriver au bout, mais je pense que je serai plus là, moi, pour voir ça, malheureusement. Mais oui, on va y arriver. D'accord, merci. Guillaume Bastier, je me tourne vers vous parce qu'en tant que délégué territoire d'industrie, vous devez être aussi confronté à un certain nombre de projets liés à cette question de la pollution. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ADN du programme? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de cibler à travers les projets que vous soutenez? Peut-être pour les participants. Donc, Territoire d'industrie, c'est un programme qui a été lancé il y a un peu plus de 2 ans par le Premier ministre et qui vise vraiment dans une logique bottom-up à faire remonter un certain nombre de projets sur les compétences, ça peut être sur le sujet du foncier et notamment sur la transition écologique. Au début du lancement du programme, les projets autour de la thématique et de la transition écologique et notamment du sujet relatif à la lutte contre les pollutions, c'était à peu près 10% des projets qui émergeaient. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 40%. Ça peut être, j'en sais rien, je pense à cette entreprise, un projet autour, par exemple, des nouvelles énergies renouvelables. Je pense à une entreprise comme Voltec Solar en Alsace. Ça peut être autour de la décarbonation de l'industrie avec le tracteur électrique. Donc, c'est vraiment une variété de projets. Pour moi, la dimension territoriale, elle est importante à plusieurs titres. D'une part, l'essentiel des gains les plus faciles ont déjà été réalisés. Donc ça signifie que les gains à obtenir vont nécessiter plus d'intelligence collaborative. Et je trouve qu'un lieu comme la ruche industrielle est très symbolique. Deuxièmement, c'est le collègue de la Banque des Territoires qui en parlait tout à l'heure. Cette transition écologique, elle va s'appuyer sur des ressources locales, sur des ressources énergétiques locales, sur des infrastructures ou des compétences. Donc voilà, c'est vraiment une variété de projets. On sent vraiment une accélération très très nette et c'est positif. Pour passer de l'idée au projet à la réalisation, il manque souvent de l'ingénierie en fait. Et ça me paraît central. On est sur des projets qui ont un coût d'entrée très important et parfois à l'échelle locale ne sont pas forcément appariés. Donc comment on accompagne ces territoires? En tout cas, la logique appel à projet ne suffit pas. Il ne suffit pas de lancer des appels à projets. Il faut vraiment avoir cet accompagnement en amont. Et pour moi, ça me paraît vraiment central. Ce qu'on essaye de faire. Merci Guillaume. Je me tourne vers Romain Campillo, représentant de la DREAL. Comment vous travaillez, vous, sur cette prévention des risques qu'on associe souvent à l'industrie, notamment de la pollution? Est-ce que vous sentez une évolution des industriels sur le sujet, puisqu'il y a quand même eu toute une période, et sans vouloir enfoncer le clou de ce qui a été dit précédemment, où on accordait assez peu d'importance à cette question environnementale, finalement. Et ça a été d'ailleurs un des phénomènes de délocalisation. On a poussé au loin notre responsabilité environnementale. Est-ce que vous sentez les gens évoluer sur ce sujet? Alors, nous, on réglemente, on est le policier, on va dire, des industries, puisque on propose au préfet les conditions dans lesquelles on autorise les sites industriels. On réalise des contrôles réguliers sur l'exploitation de ces sites, et ensuite on réglemente la cessation du site et donc les conditions dans lesquelles on libère le foncier, et notamment s'il est nécessaire de faire des opérations de dépollution. Donc oui, effectivement, il y a un gros passif sur le foncier dégradé, pollué. C'est aussi pour ça qu'il est difficile de réutiliser certaines friches. Aujourd'hui, la réglementation il y a une partie, on va dire, ferme, avec des limites de rejet. Et puis, il y a une idée qui est éviter, réduire, compenser les risques, les dommages à l'environnement. Et donc, c'est la séquence par laquelle on doit passer avant de lancer un nouveau projet industriel. Et donc, les services de l'État sont là pour vérifier que cette séquence est bien déroulée avant qu'on puisse autoriser. Donc oui, il y a une prise de conscience des industriels. On peut toujours faire mieux. Il y a de plus en plus d'attentes sociales sur l'impact qu'ont ces sites, puisque nous-mêmes, on est de plus en plus exigeants sur l'eau qu'on boit, sur ce qu'on mange, etc. Et donc, l'industrie fait partie des secteurs qui
peuvent polluer ces milieux-là. Et donc, c'est toute cette démarche-là. Donc, réglementairement, au niveau national, le préfet de région a lancé une stratégie eau air sol pour pousser un cran plus loin la prise en compte de ces milieux-là qui nous impactent tous. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Il y a surtout le sujet des plaintes et des accidents. Je reviens encore une fois dessus parce que c'est malheureusement ça qui concentre l'attention. Il est très difficile de faire changer l'image si épisodiquement il y a des gros événements qui sont médiatisés. Et c'est généralement ces événements-là qui font évoluer la réglementation dans un sens plus contraignant. Alors dans certains cas c'est mieux, mais parfois c'est aussi des revirements qui sont difficiles à prendre pour les industries qui sont déjà en place. J'ai plus de micro aussi. À titre d'exemple, on peut peut-être citer le cas de Lubrizol qui a été assez désastreux pour l'image des industriels, alors que d'ailleurs, je ne sais pas si on sait si c'est un défaut de réglementation ou juste un accident industriel pour le coup. Typiquement, Lubrizol est un très bon exemple. Donc là, on est plus sur les risques accidentels que sur les pollutions, mais la réglementation sur les risques accidentels vise à éviter les morts et les blessés. Et typiquement, Lubrizol est un accident où il y a eu 0 mort, 0 blessé et qui a défrayé la chronique. Parce que l'image qu'en ont les gens, c'est que l'accident ne devait pas non plus perturber les citoyens, les riverains qui vivaient autour, y compris sur des phénomènes de fumée, où le risque, c'est un risque sanitaire et épidémiologique à long terme. Donc la réglementation, on disait que voilà, quand il y a un site qui brûle, on ne peut pas garantir que personne ne respirera de fumée. Et manifestement, alors, les attentes des citoyens ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce que c'est un manque de culture industrielle ? Est-ce que c'est un déficit de communication du site envers les riverains ? On s'est quand même rendu compte sur les réseaux sociaux qu'il y avait des gens qui habitaient à quelques centaines de mètres du site, qui ne connaissaient pas les activités du site et les dangers qu'il représentait. Donc, il y a certainement là des voies de progrès à explorer. Merci, je me tourne maintenant vers vous, Alain Dumestre. Moi, j'ai plein de questions à vous poser, pas à tous d'ailleurs, mais on va essayer de rester concentré sur notre sujet. La première chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment évoluer votre activité, parce que j'ai un peu le sentiment que la question de la pollution des sols, c'est finalement quelque chose d'assez récent dont on parle, en tout cas on n'en parlait pas autant avant, et du traitement, des traitements des pollutions. Et la deuxième chose, est-ce que c'est pas un moyen pour réduire l'artificialisation des sols, qui est clé pour espérer une renaissance aussi de l'industrie? Alors sur l'artificialisation des sols, il y a des meilleurs spécialistes que moi, je vais rester sur la dépollution. Déjà la dépollution, elle est récente, mais elle est quand même née à Lyon. On me disait que Lyon était une zone industrielle, mais en 1982, la société Pollution Service à Vèze, et M. Roland Ponchon, qui est un heureux retraité, mais que je salue, et juste après, Serpol, 83, avec M. Mathiolon. Donc c'est né à Lyon, donc il n'y a peut-être pas de hasard d'ailleurs avec la localisation des industries. Après, le métier a évolué. Au début, on se contentait d'excaver des matériaux et les envoyer en décharge. On continue à le faire d'ailleurs, malheureusement. Et puis on a évolué avec de l'innovation. La transition écologique, c'est aussi de traiter aujourd'hui au plus près des sites, voire dans les sites, ne serait-ce que pour éviter les transports. Donc beaucoup d'innovation, des traitements biologiques qui évitent de rajouter trop de produits chimiques à de la pollution chimique, des produits phyto aussi. Et le meilleur exemple, donc M. Rutkowski m'a passé la balle tout à l'heure, je crois que c'est Terre en Vie, parce que Terre en Vie, il y a un certain monsieur Julien qui est là-bas et que je ne remercierai jamais assez pour le monsieur Julien Lahaye de l'appel des 30, ça date, puisque c'est un des premiers projets de l'appel des 30, du premier appel des 30. Terre en Vie a été créé sur la base de l'utilisation d'un site de la métropole de Lyon, mais qui est dans le PPRT de la raffinerie de Fézin. Donc on est en plein dans la réutilisation de la vallée de la chimie. On ne peut pas faire grand-chose d'autre sur ce site. Donc on a développé une plateforme de valorisation de terre à 100%. C'est une des premières plateformes qui le fait en France. Donc on récupère les terres polluées de l'agglomération et au-delà pour en faire, in fine, grâce à des plantes, grâce à des traitements intermédiaires, du ciment, notamment destiné à la cimenterie de Montalieu. Donc ça évolue, ça continue à évoluer et la réglementation doit nous y aider. Et moi, la plus belle réglementation aujourd'hui, c'est l'augmentation de la TGAP d'aujourd'hui à 2025, parce que là, c'est vraiment un signal fort pour nous favoriser, nous, dans nos procédés de valorisation et pour limiter, voire annuler à terme la mise en décharge.
Donc là, c'est sûr que ça va prendre 150% sur le stockage et 108% sur l'incinération. Donc nos business models vont prendre un peu d'oxygène. Alors, juste pour les gens dans la salle, TGAP. Taxe générale pour les activités polluantes. Sur les activités polluantes. Merci. Voilà. Si on peut donner le détail des acronymes pour ceux qui... Excusez-moi. Non, je vous en prie. Maxime Tenarieux, je me tourne vers vous parce que ce micro, décidément, est très fâché avec moi. Nous ne passerons pas une bonne après-midi tous les deux. La vallée de l'Arve a encore une image de vallée assez polluée. Je sais que vous accompagnez les industriels, vous avez mis un certain nombre d'actions très concrètes en place là-dedans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, la vallée de l'Arve, donc c'est une vallée qui, grosso modo, va de Chamonix à Genève. Donc on est au pied du Mont Blanc, et au pied du Mont Blanc, sur 30 km de long et 3 km de large, on a 800 entreprises industrielles. Donc c'est une densité, on parlait tout à l'heure de taux d'emploi industriel, la vallée de l'Arve c'est 31%. Donc quand on sait qu'il y a 2 à 3 emplois industriels, pour un emploi industriel, il y a 2 à 3 emplois indirects. On a quand même un avantage, c'est que dans cette vallée, on est tous concernés. Et il n'y a pas de remise en cause de l'industrie, parce que l'industrie, elle est essentielle au fonctionnement de notre environnement. Tout à l'heure, effectivement, on a, je crois que c'est le directeur régional de l'ADEME qui l'a dit, il faut insister sur ce qui a fonctionné, et sur ce qui fonctionne et sur les investissements qui ont été faits. Au niveau de la vallée, on travaille sur toutes les problématiques, que ce soit la mobilité, que ce soit effectivement les émissions et la pollution. Mais il y a un sujet qu'on a pris, alors historiquement, je ne saurais pas vous dire pourquoi on l'a pris en premier, entre guillemets, mais c'est la pollution de l'eau. Donc on a une rivière, vallée de l'Arve, il y en a l'Arve qui traverse notre vallée. Il y a plus de maintenant 10 ans, on a lancé un programme qui s'appelle Arve Pure, donc qui est notamment soutenu et porté par l'Agence de l'eau. Quand on a démarré ce programme, il se trouve que je fais un petit peu d'histoire. On a parlé de storytelling tout à l'heure. On va changer de micro. Merci beaucoup. Oui, on a parlé de storytelling. Quand on a démarré cette action, il faut savoir que la ville de Genève capte son eau potable dans l'Arve, et qu'à cette époque-là, avant de l'envoyer en traitement, elle la testait. Et elle considérait plus d'un jour sur deux que l'eau n'était pas suffisamment propre pour pouvoir être, entre guillemets, traitée et donc potable derrière. Aujourd'hui, on est 12 ans plus tard, je crois. Plus de 500 entreprises ont fait un investissement qui va au-delà des normes, donc au-delà des contraintes positionnées par le régulateur ou le législateur. Plus de 40 millions d'euros investis, et il n'y a pas un jour où la ville de Genève ne capte pas son eau dans l'Arve parce qu'elle est propre. Et donc là, il y a un travail énorme qui a été mené. Il y a eu de l'accompagnement en termes d'investissement qui a été mené par tous les acteurs, notamment, pas oublier non plus les acteurs bancaires qui ont un rôle énorme à jouer là-dedans, sur l'investissement. Et donc là, on a atteint l'objectif. On a vraiment atteint l'objectif. Maintenant, le challenge, il est sur quoi ? Il est sur l'air. Ça, c'est évident. Alors, du coup, j'en profite. On va lancer, enfin, je dirais, parce que le Covid nous a un peu arrêté, la coupé les ailes. On va lancer, avec l'appui notamment de l'ADEME et des services de l'État, que ce soit l'adresse, l'ADREAL et ceux que j'oublie, une étude pour aller qualifier nos émissions, pour les comprendre. C'est des sujets techniques qui sont hyper pointus, parce que quand on veut capter une émission, il faut déjà savoir où est-ce qu'on la capte et comment on la mesure. Et ça, l'objectif, c'est qu'on puisse qualifier le où on en est, et ensuite pouvoir mettre un plan d'action, avec l'objectif, c'est que dans 10 ans, on fasse le bilan sur l'air qui soit identique au bilan sur l'eau, pour dire qu'on a une qualité de l'air qui est redevenue à une situation qui est exceptionnelle comme elle est sur l'eau aujourd'hui. Merci beaucoup. Axel Riel, en tant que représentant de la métropole, est-ce que la métropole a mis des actions spécifiques en place pour accompagner les industriels ? Je sais qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans le cadre de la vallée de la chimie, qui a aussi des sujets de pollution. Et d'ailleurs, très souvent, pour la petite anecdote, on avait une discussion il n'y a pas très longtemps avec un industriel qui veut relocaliser une activité en France, et il me dit le problème, c'est que quand on veut faire des activités chimiques et donc par nature polluantes et méconnues, personne n'en veut à côté de chez lui. Donc comment concilier tous ces sujets ? Vaste question. Non, c'est d'abord une analyse globale. Et effectivement, ce qu'on fait dans la vallée de la chimie, c'est vraiment le laboratoire
de ce que peut produire la métropole sur l'industrie. Alors je vais essayer d'être à la fois concis, mais c'est quand même tellement global que ça va nécessiter quelques points. La première chose, d'abord, c'est toujours parler de la valeur de l'usage du terrain, du foncier. Il faut parler de valeur. S'il n'y a plus de friches dans le centre-ville, c'est parce que les terrains, à un moment donné, vu la constructibilité, les propriétaires s'y sont retrouvés ou des opérateurs immobiliers s'y sont retrouvés et qu'on a réussi finalement à dépolluer et à reconstruire. Effectivement, quand on parle de valeur, dans la vallée de la chimie il y a 20 ans, la valeur, on la cherche. Et tout le travail qu'on a produit, effectivement, j'en profite pour faire un petit clin d'œil amical à Julien Lahaye, l'ancien directeur de la mission. Ce qu'on a produit dans la vallée, c'est plusieurs choses. Premièrement, il y a un discours global depuis 20 ans qui est on croit l'industrie ici, sur la métropole, et on souhaite conserver notre industrie. Là où beaucoup de territoires, effectivement, se sont laissés emporter par, à un moment donné, l'ambition de devenir la capitale des services ou la plateforme de l'assurance et de la banque, à Lyon, on a toujours dit le tertiaire suivra l'industrie. Plus on a une industrie forte, plus nos quartiers tertiaires seront forts. Mais avant tout, c'est l'industrie. Deuxièmement, une fois qu'on s'est dit ça, c'est effectivement où sont les terrains. D'ores et déjà, à l'époque, on réfléchissait aux ZAN, au zéro artificialisation nette. Alors aujourd'hui, c'est la loi, mais il y a déjà quelques années, on se disait, c'est ici qu'il faut qu'on arrive à réaliser des opérations industrielles, puisqu'on a des centaines d'hectares disponibles. Certes pollués, certes avec des risques techno, mais disponibles. Donc au-delà du discours, il a fallu quoi ? D'abord du marketing. Il y a eu un gros travail de marketing. Il fallait sortir l'image des bouchons le long de la Sète, le long de la raffinerie, pour valoriser ce qu'était la vallée de la chimie. Et valoriser, ça se fait d'abord avec les industriels qui sont présents, ceux qui étaient encore là et ceux qui avaient des projets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu l'as cité, c'est l'appel des 30. Évidemment, démarche, ma foi, marketing, mais on a 40 projets éligibles in fine et on a des dizaines et des dizaines d'hectares qui étaient en friche et qui repartent sur des projets. Et puis après, la couche d'après, c'est d'arriver à faire de vrais coûts d'implantation d'industriels pour montrer que le territoire va changer. Et quand on accueille des entreprises comme Metalor, quand on accueille des entreprises comme le campus R&D d'Elkem, quand on accueille une entreprise comme Symbio, qui est quand même l'AJV Forestia Michelin et qui est une des plus belles industries qu'on ait jamais accueillies sur le territoire lyonnais, on change l'image clairement. Mais derrière, il faut faire venir des gens, parce qu'on l'a dit. À un moment, changer l'industrie, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ils n'arrivent pas à recruter. Je rappelle, il y a 3 ans, 12 000 postes sur Pôle emploi à Lyon, 8 000 sur l'industrie, 8 000 personnes inscrites sur l'industrie. Donc on a un déficit offre-demande qui est dingue. Donc il faut qu'on fasse de la médiation sociale. C'est pour ça qu'on a créé dans le cadre du TIGA la Fondation pour la médiation sociale, pour donner envie à des publics qui aujourd'hui sont éloignés, les femmes, important, les allocataires du RSA, les chômeurs, les collégiens, les étudiants, pour leur donner envie d'aller sur les métiers de l'industrie. Parce qu'on le dit souvent, nous à la métropole, l'industrie, c'est plus Zola non plus. Et à un moment donné, il faut montrer que l'industrie 4.0, c'est autre chose, qu'on peut être une femme jeune dans l'industrie qui n'a pas besoin de soulever 200 kilos développé couché, quoi. Donc voilà, c'est une intervention surtout globale pour y arriver. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir sur ce qui vient d'être dit par les précédents intervenants ? Non. Si ? Je vous laisse. Non, mais pour dire qu'effectivement, il y a certains territoires qui sont plus sensibles que d'autres à la pollution, comme la vallée de l'Arve, vous l'avez dit, et qu'avec donc c'est le cas de l'air, mais c'est aussi le cas de l'eau. On se rend compte qu'aujourd'hui, notamment dans l'Est lyonnais, on a des gros problèmes d'implantation industrielle de nouveaux sites parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour autoriser des nouveaux prélèvements. Et donc le changement climatique va nous pousser tous collectivement à revoir drastiquement nos consommations, nos émissions. Et donc il y a des vrais projets qui devront émerger en compatibilité avec ça. On essaye de prendre ça en compte alors, par les plans de protection de l'atmosphère, par les plans territoriaux de gestion de la ressource en eau, par le plan régional ozone que le préfet de région a lancé. Donc on est la première région en France à lancer ce travail de connaissance. Vous en parliez sur les émissions de polluants qu'on appelle primaires, c'est-à-dire ceux qui sortent des usines, des cheminées, des pots d'échappement. Mais l'ozone se fabrique dans l'atmosphère à partir de ces polluants-là. On ne sait pas exactement dans quelle dynamique, comment on casse la fabrication de ce polluant. Et avec l'augmentation des épisodes caniculaires, on va avoir de plus en plus de problèmes sanitaires à cause de ce polluant-là, qui est lié aux activités humaines, alors pas seulement industrie, mais aussi agricole, mobilité, résidentielle. Donc effectivement, il va y avoir, au-delà de la réglementation qui devra évoluer, mais en fonction de la sensibilité de certains territoires, des travaux à mener pour aller au-delà et pour faire en sorte que nos activités restent compatibles
avec ce que l'environnement est capable d'absorber pour que le territoire reste vivable, tout simplement. Non, mais moi, alors c'était plutôt sur le dernier point, sur le point sur les compétences. Je pense que c'est un sujet clé. On estime à peu près à cette année le nombre de recrutements dans l'industrie à 224 000. Il y a eu une enquête qui est sortie en début d'année. Un recrutement sur 2 est jugé difficile, donc c'est considérable, et en particulier autour des métiers qui vont tourner autour de la transition écologique et digitale. Donc un recrutement sur 2, donc 224 000 recrutements, c'est considérable. Et donc l'enjeu, c'est aussi de faire émerger une offre de formation qui n'existe pas. Donc il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours. Je pense par exemple à l'Axe Seine, donc Rouen, Port-Jérôme, Le Havre, avec un projet de campus sur les métiers de l'hydrogène. Ce type d'expérimentation mérite d'être encouragé. Et ça peut se faire qu'à l'échelle locale. Ce n'est pas au niveau national qu'on peut décider de ce type d'expérimentation, mais ça nécessite de l'ingénierie de formation. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans tous les territoires. Certains territoires, comme le vôtre, je pense, sont outillés. Pour d'autres territoires, c'est plus difficile. Et puis juste pour rebondir, ça situe l'Est lyonnais, mais si on veut attirer des jeunes générations dans l'industrie, on ne peut plus aller se reléguer à 70 km des centres-villes, non desservis par les transports en commun. Donc ça, c'est un vrai souci. Et on le voit, hein, nos industriels qui sont en hyper-périphérie, c'est-à-dire au-delà du périph' et surtout de la rocade, n'arrivent plus à recruter. Parce que les ingénieurs qui sortent de l'INSA, de l'ECAM ou de Centrale leur disent « nous, c'est quasiment Lyon intramuros, quoi ». Et quand on sort un site comme ici, avec la Serle, 50 000 m² de plancher à terme, dédié à l'industrie, connecté métro, alors il y a 400 mètres et tramway à 150 mètres, on voit aujourd'hui la réussite, c'est-à-dire oui, on attire très très clairement des industriels. Mais ça va poser une question, c'est-à-dire qu'il va falloir que les industriels qui viennent dans des territoires beaucoup plus urbains soient encore beaucoup plus responsables sur la qualité de l'activité, sur les risques qui sont inhérents à leur activité, parce que pour le coup, on va se retrouver vraiment à des moments au cœur de la ville. Réaction. Ouais, je voulais rajouter un volet qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'on n'a pas évoqué, je pense, encore suffisamment, en tout cas à mon goût, là, sur la table ronde, c'est qu'il y a aussi, et ça pour les entreprises c'est hyper important, il y a du business à aller chercher. Et ça on l'oublie, on parle beaucoup, alors, les marketeurs qui sont dans la salle vont parler de critères différenciants, on l'oublie et je pense qu'on a tout, notamment en France, dans notre capacité à innover. Si on développe cette culture de business développement, cette capacité à aller trouver en quoi on peut être différenciant par rapport à l'énorme marché qui est en face de nous, enfin quelqu'un a cité le Canada, je pense que eux en ce moment, pour les 10 prochaines années, seront quand même marqués par ce qui est en train de leur arriver. Et là, on a toutes les entreprises et toute la puissance en France pour aller les chercher. Et donc ça, c'est hyper important. Et donc il y a de l'innovation, il y a des trucs géniaux aussi à raconter à ceux qu'on a envie de faire venir dans nos entreprises. Donc c'est là-dessus qu'il faut aussi surfer, quoi. Vous voyez ma chef de projet économie circulaire au fond de la salle, et effectivement, ouais, je te rejoins 100 fois. C'est aussi via l'industrie que tu peux changer clairement la trajectoire de carbone du territoire, que tu peux faire évoluer l'impact d'un territoire. Ouais, tout à fait. Et ça, il faut le vendre aux générations qui arrivent, en disant si vous voulez être acteur du changement, c'est notamment dans l'industrie que vous le serez. Ouais, tu as tout à fait raison. Bon, je serais très tentée de rebondir sur le sujet des compétences, et Guillaume aurait plein de choses à nous dire sur les écoles de production, mais on fera une table ronde sur ça un autre jour, dans un autre lieu. Et ce que vous dites me fait réagir, parce qu'on est quand même en train de parler beaucoup de développer l'industrie pour donner de l'activité aux petites et moyennes villes, et vous dites finalement il faut presque concentrer les activités industrielles en périphérie des métropoles pour avoir les compétences, donc ça semble un peu contre-intuitif. Mais, bon. Alors, je ne parlais pas des petites et moyennes villes, je parlais vraiment de la périphérie. Si on prend par exemple le parc industriel de la Plaine de l'Ain, on n'est plus sur de la ville, on est vraiment aux confins. Il n'y a pas de grande ville, il n'y a pas d'agglo autour, il n'y a pas de desserte surtout, donc c'est plutôt ça le sujet. C'est pas tant, c'est très bien d'aller faire de l'industrie à Villefranche, très bien d'en faire à Bourgoin, à Roanne, à Tarare, mais à Vienne évidemment. Mais par contre, oui, je dis pas Saint-Étienne, mais vous me connaissez. Mais effectivement, l'objectif, c'est plutôt d'avoir un maillage pertinent, mais de ne pas reléguer, comme on l'a fait, au fin fond des territoires,
sans desserte ces emprises foncières pour l'industrie. Donc c'est un vrai sujet d'infrastructure sur lequel on aura peut-être une table ronde aussi. Ça me fait beaucoup de tables rondes d'organiser. Je me tourne vers vous, Alain. Est-ce que de votre point de vue, puisque vous êtes plutôt, vous bénéficiez finalement, plus la réglementation est contraignante, plus ça vous sert, est-ce que la réglementation actuelle, et je poserai après la même question à Maxime qui a sûrement un regard différent parce que les industriels râlent dès qu'on met une réglementation, mais est-ce que cette et aussi à vous, réglementation vous paraît suffisante et adaptée au regard des enjeux? Bon, je vais prendre un point d'accord, comme ça on va finir à bons amis. J'ai déjà dit c'était la TGAP et ça va dans le bon sens, ça c'est sûr. Après, on parlait de l'eau. Il y a une réglementation qu'on attend, européenne, sur le reuse, c'est-à-dire sur la réutilisation des eaux. Ça peut répondre à certains problèmes aussi d'implantation et de consommation d'eau. Donc là, quand les réglementations vont passer, ça va faire du boulot pour ceux qui font du process de traitement d'effluents. Donc nous, on se développe aussi là-dessus. Et ça peut éviter de la consommation des ressources, donc protéger les ressources. Donc oui, les réglementations vont peser et doivent encore peser sur les sols, mais aussi sur les nappes phréatiques. Les problèmes sont devant nous, donc c'est clair que ça va être fondamental. Merci. Maxime, je sais que c'est une question un peu polémique, mais il faut bien garder... J'ai promis d'être gentil avec tout le monde avant de venir. Du coup, je vais un peu redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Hier, j'étais en visite d'entreprise, hier soir, et dans une entreprise qui est hyper engagée et qui voit non pas cet engagement comme via la contrainte, mais qui le voit comme une possibilité d'être plus efficient. Nous, notre compétitivité, et je ne parlerai pas non plus de taxe de production promis, notre compétitivité, elle est liée à l'efficacité et l'efficience de nos procédés. Quand on fait de l'usinage dans le décolletage, c'est de l'usinage grande série, on utilise énormément d'huile dans nos procédés. Alors elle peut être entière, elle peut être mélangée à de l'eau. Et une nouvelle fois, innovation et volonté de moins consommer de l'huile, mais aussi économiquement, ça amène à des travaux, je pense notamment aux travaux qui sont menés par le Centre technique des industries mécaniques, sur des systèmes de contrôle de ces huiles pour nous permettre de savoir s'il faut la changer, pas la changer. C'est évident que si on peut la changer tous les mois au lieu de la changer toutes les semaines, l'impact économique, il est là. Et alors, du coup, vous aurez un peu moins de travail, mais c'est bien pour tout le monde au final. Donc c'est vraiment ça là-dessus que moi je veux insister. La contrainte réglementaire, je pense qu'elle est là pour... comment dire, il faut de toute façon qu'on pose une barrière. Et il faut qu'on se dise voilà où elle est. Moi, où je reviens sur ce qui est fait notamment dans le cadre du programme Arve Pur, c'est qu'on va au-delà de cette contrainte. C'est-à-dire qu'on on est des entreprises qui font 3,5-4% de résultats à l'année. Ces entreprises, elles investissent des millions d'euros pour aller au-delà, une nouvelle fois, des réglementations. Pourquoi ? Parce que quand vous discutez avec des gens qui veulent éventuellement rejoindre vos entreprises, les questions qu'on n'avait pas il y a 10 ans, c'est OK, c'est quoi votre engagement par rapport à votre responsabilité environnementale dans la vallée de l'Arve ? Si vous n'avez pas de réponse à ça, vous n'avez pas d'engagement du collaborateur. Et à l'inverse, ceux qui sont très engagés, on voit la motivation des équipes, on voit les groupes de travail qui se mettent en place et on voit une dynamique et une performance qui est bien supérieure. Donc voilà, donc la réglementation, il en faut, mais je crois surtout qu'il faut une nouvelle fois donner une vision, donner un horizon de bénéfices économiques à ce qu'on vit aujourd'hui, parce que de toute façon, si on ne le fait pas, on aura un impact économique négatif qui, lui, sera drastique. Merci. Romain Campillo. Réglementaire. J'ai pas d'avis personnel à donner. La réglementation, c'est les règles qu'on se donne collectivement sur ce qui est acceptable en termes d'impact. Et ces règles, elles vont forcément se durcir avec le temps, parce que les attentes sociétales changent, parce qu'il y a aussi des technologies qui permettent d'atteindre des niveaux d'émissions plus faibles. Si on avait passé directement la TGAP à d'énormes taux il y a 20 ans, on aurait juste payé plus cher, on n'aurait peut-être pas eu les technologies et les projets qui auraient suivi derrière. Donc il y a un couplage en fait entre l'anticipation
de la part de certains industriels vertueux qui sont dans des milieux où ils ont besoin d'être mieux disants que la réglementation, qui permettent de développer des technologies. Et une fois que ces technologies sont matures, la réglementation générale peut être adaptée pour, en gros, rattraper la queue de peloton, quoi. Et c'est comme ça qu'on va aller vers le mieux collectivement et sur l'ensemble des industries. Parce qu'il n'y a pas que de la réglementation facile à appliquer, hein. Dans les tables rondes, on a quand même l'impression que les industriels, ne pas polluer, ça permet de gagner de l'argent. Bon, il y a quand même un certain nombre de pollutions qui sont faciles, sur lesquelles les industriels aimeraient bien fermer les yeux. Et donc ça, voilà, je tiens quand même à le rappeler, il y a de la réglementation qui est contraignante, et si elle n'existait pas, il avancerait pas, le sujet n'avancerait pas. On peut prendre les particules fines, on peut prendre tout un tas de... Donc là, jusqu'à présent, les particules fines, elles étaient réglementées au niveau PM10. On est en train de parler de particules ultra fines. C'est celles qui seront le plus dures à filtrer, puisque justement, ce sont les plus petites. Donc tous les filtres qui existent aujourd'hui devront être vraisemblablement changés. Ça, ça va être difficilement de l'économie, hein. C'est des dispositifs de filtration qui devront être maintenus, qui devront être entretenus. Donc voilà, il y a les bons coûts qui sont environnementalement et économiquement rentables, et puis après il y a de l'adaptation parce que c'est nécessaire pour l'environnement et puis pour les populations, pour l'aspect sanitaire de la chose. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais je dirais, oui, on a besoin de réglementation, mais on a aussi besoin de confiance, on a besoin de se comprendre. Là où ça fonctionne, c'est des territoires où justement les acteurs publics, les acteurs privés se parlent. Je citerai un exemple de ce qu'on a souhaité développer dans le cadre de territoires d'industrie, c'est la notion de site clé en main. C'est-à-dire plutôt que de gérer les problèmes a posteriori, on essaye d'anticiper, ce que vous venez de dire, l'ensemble des procédures qui aujourd'hui fonctionnent un petit peu en silo. Donc les autorisations environnementales, c'est plutôt l'ADREAL, les autorisations d'urbanisme, c'est plutôt les intercommunalités, et tout ce qui va tourner aussi, et que vous connaissez, autour de l'archéologie préventive. On s'est dit, on lance un appel au territoire et on recense des sites où l'ensemble de ces procédures ont été soit anticipées, soit purgées, et on le fait de manière transversale. Donc on a aujourd'hui 78 sites clés en main. On va annoncer sans doute dans quelques semaines une nouvelle vague de sites clés en main. Mais je trouve que c'est cette approche-là un petit peu intelligente où les gens, en tout cas, cherchent à se comprendre. Et en tout cas, pour moi, la transition écologique dans l'industrie, elle suppose aussi un ingrédient, c'est de la confiance entre les acteurs et de la compréhension. Et ce n'est pas le cas partout. Voilà. Bon, je vais poser une question un peu polémique, vous m'en excuserez par avance, et vous aurez le droit de vous cacher sur votre chaise pour ne pas y répondre. Et je ne regarde pas forcément Maxime. La question est, est-ce que le niveau national est uniquement le bon niveau ? C'est-à-dire qu'on parle d'une France qui est plutôt proactive en termes réglementaires, sauf que les industries françaises sont en train d'être confrontées à des industriels qui n'ont pas les mêmes exigences dans leur pays sur le plan environnemental. Et donc on demande un investissement à nos industriels qu'ils n'investissent pas dans d'autres choses comme l'innovation ou la recherche et le développement et autres. Et face à eux, il y a peut-être de la rupture de compétitivité. C'est pour qui veut répondre. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir un peu l'avis de tout le monde. Aujourd'hui, il y a quand même la réglementation européenne qui fonde la majorité des règles qui sont applicables en France. Donc il y a certainement un sujet avec les pays plus lointains qui, eux, sont complètement en dehors du système réglementaire européen, mais avec nos proches voisins, je ne vois pas de différence suffisante qui justifierait un manque d'attractivité. Ensuite, c'est tout ce dont on a dit, c'est les compétences, c'est dynamique territoriale, est-ce qu'on a le bon réseau, les bons partenaires, est-ce que c'est là où on est correctement connecté, est-ce que le projet peut se faire dans les bons délais, mais je ne crois pas que la réglementation française soit beaucoup plus contraignante que celle des Allemands ou des Italiens, puisqu'on a quand même un socle européen assez important. Oui, puis il existe quand même un certain nombre de dispositifs, au niveau national en tout cas financier, pour permettre aux industriels, entre guillemets,
d'investir et d'avoir un soutien de l'État. En tout cas, nous, sur la métropole, c'est aussi ce qu'on veut faire. Donc le fonds d'amorçage industriel, il aura aussi cet objectif. Ce n'est pas d'investir dans toutes les entreprises du territoire. Hein. L'objectif, c'est d'avoir là un fonds de 60 millions à la fin d'année sur la phase d'amorçage des industriels du territoire. Mais c'est plutôt pour tout dispositif qui va avoir demain un impact sur le territoire. Donc ça va aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire il ne s'agit pas, on est vraiment dans un principe d'éco-conditionnalité, c'est-à-dire on va investir, ça évite d'aller chercher des banques qui vont demander des rendements incroyables. On va investir dans l'entreprise à condition, entre guillemets, qu'elle accompagne la transition, la transformation du territoire par son process, par nouveaux modèles de développement, etc. Mais c'est vrai qu'en principe, sur un gros projet de développement aujourd'hui, une usine qui veut transformer son process avec plus d'écologie, elle va quand même trouver quelques ressources financières. Maxime. Si, je vais réagir sur... Alors, je ne vais pas faire de la géopolitique, mais je ne veux surtout pas remettre en question la direction par rapport à l'environnement qu'on est en train de prendre. Mais il faut que côté européen, on soit moins naïf, pour un chat. Il y a une forme de naïveté dans nos négociations avec les puissances économiques qu'on a en face de nous, qui en tout cas, m'interpelle parfois sur certains choix stratégiques. Donc il faut des choix à moyen et long terme sur ces sujets. Il ne faut pas des choix à court terme. On peut être meneur, notamment en France, pour avoir la volonté de faire avancer les choses plus vite. Mais il ne faut pas qu'on soit utopiste par rapport aux gens qui sont dans l'Europe en face de nous aussi, parce qu'on n'a pas tous des intérêts. Je pense à plein de trucs. Je pense à plein de traités. Je pense à des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Je pense à des choses comme ça qui sont sur le papier. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais bien évidemment qu'il faut empêcher les entreprises d'aller créer du CO2 à l'extérieur. Mais si c'est pour réduire, voire anéantir notre production industrielle, qui du coup est bas carbone par rapport aux autres, en favorisant ces entreprises étrangères qui, elles, ne sont pas bas carbone, on se tire une balle dans le pied, quoi. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut... On a parlé d'approche globale. Je pense que sur les territoires, on arrive hyper bien à le faire. Et moi, c'est ce que je retiens aussi. Il y a 5 ans, je n'étais pas sur ce territoire de la vallée de l'Arve, et l'écosystème que j'ai trouvé, voilà, il n'y a pas de problème de mobilité de pièces en vallée de l'Arve. En usine, le traitement thermique, il est à 3 km. Votre pièce, elle n'est pas arrivée, vous appelez, elle est disponible, vous allez la chercher. Elle est à côté. Donc on n'a pas 3000 km entre les différents procédés. Donc les territoires, il y a des choses sur lesquelles on arrive à travailler. Je pense qu'il faut que cette approche un peu plus globale, au niveau des... Alors, c'est pas vraiment la réglementation, c'est pas ce sujet-là qui était la question, en tout cas, c'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau de notre capacité à se poser la question de savoir quand nous, on bouge, est-ce qu'on fait vraiment bouger le système global ou est-ce qu'on favorise un système qui, au final, a une, comment dire, est pas tout à fait positif, voire contre-productif par rapport à l'objectif visé. Donc favoriser la production dans des pays qui ne sont pas bas carbone, en voulant nous réduire notre impact, c'est une grosse bêtise. Voilà. Je suis pas resté complètement sage, du coup, je suis désolé. Non, je pense que tout le monde est d'accord. Hein. Vous voulez réagir? Moi, j'ai qu'une petite expérience, mais ce que je vois du marché espagnol où on s'est implanté depuis 5-6 ans, c'est que ça se développe maintenant, quoi. C'est-à-dire que le marché, quand on y est arrivé, il n'y avait rien. Donc j'imagine que les règles du jeu entre les industriels n'étaient pas tout à fait les mêmes. En tout cas, moi, je le vois de ma lucarne. Donc c'est en train de s'améliorer. C'est très régionalisé. Donc il y a des régions qui sont un peu plus moteurs que d'autres en Espagne. Mais ça démarre là, quoi. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelques années en arrière, voilà, c'est tout. Moi, c'est le seul jugement que je peux porter, quoi. Pas de réaction ni de l'un ni de l'autre. Mais merci pour cette franchise. Je rappelle, hein, le but de Renaissance industrielle, c'est pas de faire forcément du consensus, c'est aussi de faire avancer le débat et en essayant d'aller pointer du doigt ce qui ne va pas, à la fois chez les industriels, à la fois parfois du côté des pouvoirs publics, parce que tout le monde essaye de bien faire, mais tout le monde fait parfois des choses qui sont pas parfaites, et donc le but est bien d'en discuter.
Il nous reste 10 minutes et moi j'ai une question un peu couillonne, un peu naïve. Si j'aime bien aussi faire de la naïveté, c'est mon côté eurobéa, ça. Si vous aviez une baguette magique tous les 5 pour transformer quelque chose dans l'industrie lié à ces sujets de pollution et de problèmes environnementaux, quelle serait-elle? C'est une question qui est à la fois naïve et un peu piège, j'en ai bien conscience, mais si on n'avait pas de limite et qu'on pouvait tout faire. Bon, je sens qu'Axel est prêt et motivé pour répondre en premier. Il vaut mieux dégainer tout de suite, parce que quand tu es le 5e à passer, tu as un peu moins de trucs à dire, quoi. Non, bah, si j'avais une baguette magique pour le territoire, évidemment, ça serait de se dire qu'un coup de baguette magique et les terres polluées ne le sont plus et qu'à partir de maintenant, on part que sur des impacts positifs pour le territoire. Mais j'ai pas de baguette magique. Maxime, t'en as une? Non, j'ai pas de baguette non plus. J'aimerais qu'on arrive à valoriser auprès du consommateur final l'importance d'avoir dans sa décision d'achat, et là je parle moi le premier, cette vision qu'on est en train d'essayer de partager, d'éco-responsabilité dans nos décisions quotidiennes. Alors je réagis juste, vous pensez que si demain on donne cette vision de l'impact carbone de ses choix, le consommateur serait capable d'évoluer? C'est une vraie question parce qu'en fait quand on voit les sondages qui sont sortis depuis mars 2020, tout le monde nous dit « moi j'ai envie de consommer plus Made in France ». Et quand on regarde les tendances en acte d'achat, on voit que les évolutions finalement sont assez faibles et on a du mal. Et c'est une question qui revient assez régulièrement à nous, chez certains de nos clients, c'est quoi le ressort, et on a du mal à le trouver sans transformation individuelle. Si j'utilise la baguette magique, c'est que je suis peut-être pas convaincu complètement du coup, mais, donc je rejoins un peu cette position. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un élément clé et on y arrive parfois. Hein. Donc, je pense que ces crises... Moi, mon optimisme, c'est que toutes les crises qu'on a vécues, qu'on va vivre demain, elles vont quand même être de plus en plus impactantes et elles vont marquer les esprits. Alors, j'espère qu'on les marquera pas trop quand même, mais qu'on sera sur le bon point d'équilibre et que l'innovation fera son boulot et que les prises de conscience font leur travail aussi. Voilà, je pense qu'il faut aussi marteler de l'optimisme, sinon on accélère l'inverse, quoi. Je vais aller dans le même sens. Si j'avais une baguette magique, c'est que les initiatives, on en a parlé beaucoup cet après-midi, locales, vertueuses, bas carbone, soient valorisées, y compris dans l'achat public. C'est pas le cas. Donc voilà, ce serait bien que ça bouge, quoi. Vice-présidente, c'est une baguette magique en fait. Elle fera la clôture tout à l'heure. Non, mais moi je rejoins la deuxième baguette magique de celle de Maxime sur la décision d'achat. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Donc il y a le critère prix effectivement qui est très bloquant, mais je pense qu'il y a quand même une attente sociétale et aussi un besoin de confiance. Les consommateurs ont du mal à se retrouver parfois sur le Made in France. Je pense que c'est un chantier qui est majeur. Je regardais les derniers chiffres. Le contenu carbone de nos importations a plus que doublé depuis une vingtaine d'années. Donc c'est quand même un vrai sujet. Pour moi, ça ne coûte pas beaucoup d'argent public et ça peut avoir un effet très très important parce qu'il y a une attente de la société, il y a une attente des jeunes. Et je pense que c'est un levier de transformation qui est aujourd'hui pas suffisamment utilisé. On est en train de réfléchir et je pense qu'on prendra des initiatives à la fin de l'année. Et puis le sujet de la commande publique qui est utilisé par certaines grandes collectivités, mais pas suffisamment, notamment pour promouvoir des innovations bas carbone en fait. Et les règles de la commande publique le permettent, mais elles ne sont pas suffisamment connues. Et pour avoir travaillé en collectivité, souvent parce qu'on a des directions de la commande publique qui sont des directions de juristes et qui ne sont pas des acheteurs. Et ça, je m'adresse aux élus, je pense que ça, c'est un levier clé de transformation de vos organisations. Et tant qu'on ne dépassera pas ça, et c'est la même chose au sein de l'État, on n'arrivera pas à progresser. C'est-à-dire on fera des guides, etc., mais ça ne donnera rien du tout. Juste avant que tu prennes la parole, non, quand même sur la notion d'achat. Ce que vous dites, Anaïs, oui, mais les gens n'accrochent pas. Mais ça fait combien d'années qu'on valorise ça
par rapport à quasiment des millénaires où on met le prix d'achat dans l'acte fondateur, dans le critère fondateur d'achat. Donc je pense qu'il va falloir tenir dans la durée, parce qu'effectivement, dans 5 ans, on ne va pas changer l'achat de produits ménagers par rapport à l'impact global du produit. Par contre, peut-être que dans 15-20 ans, les générations ne penseront que par ce prisme, ou une partie des générations ne pensera que par ce prisme. Mais je pense qu'il faut tenir dans la durée. La question est de savoir si on a 15-20 ans devant nous. Oui, ben en gros, ça revient, le coup de baguette magique, ça revient à aligner complètement économie et environnement. Et on voit bien que c'est parce que ça ne colle pas exactement qu'on a des difficultés pour mettre en œuvre. Est-ce que l'un d'entre vous, a envie de réagir? Parce que moi, je trouve que c'est une très bonne conclusion.